Que se passe-t-il en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient? Cette escalade en cours, la manière dont Donald Trump a envoyé tout ce qu'il pouvait dans la région. L'Iran, d'un côté, est prêt, les États-Unis sont prêts, et les ambassades de pays étrangers demandent à leurs ressortissants de quitter l'Iran. Quelle est votre évaluation? Quelle est votre compréhension de la situation actuelle? Eh bien, nous parlions avant le début de cette conversation très importante. Nima et moi disions que nous étions arrivés au fil du rasoir en ce qui concerne une décision fatidique. Et tout cela a été provoqué par le président des États-Unis lui-même. Donc, quoi qu'il fasse, quelle que soit la décision qu'il prenne, c'est sur lui que cela repose. C'est sa responsabilité personnelle. N'oublions pas que nous parlons de l'homme qui a détruit le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, qui avait été conclu à Vienne en 2015, puis ratifié par l'ONU. C'est un accord qui avait été en quelque sorte légalisé par l'ONU, par tous les participants aux discussions de Vienne. J'étais là à l'époque. Je suivais la situation au jour le jour à Vienne, avant qu'ils ne parviennent enfin à un accord, puis celui-ci a été soumis à la ratification de l'ONU. Donc maintenant, puisqu'il ne peut pas obtenir l'accord qu'il souhaite, qui est en gros une capitulation de l'Iran, voilà où nous en sommes en cette semaine décisive. Il pourrait y avoir une dernière chance jeudi à Genève. Nous savons tous que cela va commencer dans des conditions très tendues, car en somme, Trump a lancé un nouvel ultimatum à Téhéran, disons un peu plus de 72 heures, au maximum. Et bien sûr, il veut une capitulation. Les diplomates iraniens, avec le ministre des Affaires étrangères Araghchi en première ligne, ne cessent de répéter, aussi poliment que possible, qu'ils sont ouverts à une discussion diplomatique adulte et qu'ils pourraient offrir certaines concessions concernant uniquement le programme nucléaire iranien. Rien à voir avec le programme de missiles balistiques, ni avec leur soutien à l'axe de la résistance. Cela faisait partie de la triade, des dictats imposés, bien sûr par Israël et par Trump 2.0. Ainsi, quoi qu'il arrive après ce dernier barou d'honneur à Genève, la décision, selon nombre de nos proches, d'analystes indépendants et d'échos venus du Beltway de Washington, et ainsi de suite, est que la décision d'attaquer l'Iran, même si l'on ne sait pas encore comment, a déjà été prise. Nous en sommes donc maintenant à l'étape du comment. Cela signifie comment cette immense armada, qui bien sûr, comme la bande de lâches qu'ils sont, ne se trouve ni dans le golfe Persique, ni dans la mer d'Oman, va-t-elle être utilisée? Ils sont très loin, dans la mer d'Arabie, non loin de la côte pakistanaise au nord. Alors, comment cette immense armada va-t-elle être employée? Pour faire quoi? S'agira-t-il d'une sorte de mini-choc et effroi, comme contre l'Irak en 2003? S'agira-t-il d'une frappe de décapitation, une procédure typiquement israélienne? Vont-ils s'en prendre à l'ayatollah Khamenei et à la direction politique de l'Iran, y compris aux membres du Parlement, le Majlis, et aux membres de la structure de commandement des gardiens de la Révolution, IRGC? Donc, toutes les options sont sur la table. Quelle que soit la décision de Neil Caligula, le champion incontesté des tarifs douaniers dans le monde, il est pris entre le marteau et l'enclume. S'il décide de ne pas s'en prendre à ses donateurs, ceux qui lui ont donné des centaines de millions de dollars pour sa campagne de réélection, l'axe sioniste international, qui ne se limite pas à Washington, New York et au New Jersey, mais s'étend à l'axe financier sioniste international dans le monde entier. Atlantiste, avec des tentacules à travers l'Europe et dans de nombreuses autres régions, va s'en prendre à lui. Et bien sûr, n'oublions pas que pratiquement tous les pôles du complexe militaro-industriel veulent cette attaque contre l'Iran.
Cela, en ce qui concerne le fonctionnement de Washington et du système dans la région de la capitale, Washington, le Maryland, la Virginie, et au sein du complexe militaro-industriel, englobe tout le monde. Les fabricants d'armes, la CIA, le Pentagone, toutes ces agences de renseignement aux acronymes multiples, les médias, les think tanks, le monde universitaire, pratiquement tout le monde. Ils sont favorables, et pas seulement depuis le début de Trump 2.0. Depuis 47 ans, ils sont partisans du « attaquons et débarrassons-nous des mollahs », selon leur appellation très puérile, typique et stupide. Donc, s'il envisage sérieusement de ne pas attaquer, il est minoritaire, même en tant que président, même avec le pouvoir de, vous savez, comme un ancien César, dire « c'est fini, c'est pour vous tous dans le Colisée ». Mais il est contraint, limité, et sa marge de manœuvre est pratiquement nulle. Même si nous avons, comme c'est le cas, quelques personnes avec un QI supérieur à la température ambiante au Pentagone, surtout parce qu'elles ont simulé tous les scénarios en cas d'attaque contre l'Iran et de riposte iranienne dévastatrice, tout est pris en compte. Attaque contre les bases militaires américaines dans tout l'Ouest asiatique, blocage du détroit d'Ormuz de différentes manières, et ainsi de suite. Une riposte directe contre Israël serait bien plus dévastatrice que pendant la guerre de 12 jours, etc. Pourtant, son instinct peut lui dire que ce serait un suicide politique, à supposer qu'il écoute les voix de la raison. Nous ne pouvons pas compter sur ces voix de la raison au sein de son cercle rapproché. We cannot count these voices of reason inside his inner circle, as you know, Nima, and our audience, most of you know, because... Comme tu le sais, Nima, et comme notre public le sait aussi, c'est une bande de fonctionnaires extrêmement médiocres. La grande majorité, des méga-sionistes, des colporteurs de fausses nouvelles sur tout ce qui se passe en Iran. Ils ne sont jamais allés en Iran. Ils ne savent rien de l'Iran, sans parler de la culture perse, de l'histoire perse, et ainsi de suite. Donc évidemment, quand on a autour de soi une chambre d'écho aussi servile, on ne peut pas prendre de décision éclairée. Et si l'on ajoute à tout cela, ce qui est déjà beaucoup, le fait que ce type ne lit rien, ni rapport de renseignement, ni livre, rien du tout, c'est clair. Il ne regarde que Fox News, et la formule la plus percutante est celle qui reste dans son esprit pendant peut-être 5 secondes. Jusqu'à ce que quelqu'un lui murmure une bêtise à l'oreille, et là, c'est reparti pour 5 secondes. Voilà. Il a la capacité d'attention d'un enfant de 4 ans, comme l'a magistralement décrit notre ami Jeffrey Sachs. Alors, comment un personnage pareil peut-il prendre une décision éclairée à propos d'une guerre qui, si elle est déclenchée, même s'il s'agit d'une frappe limitée, localisée ou autre, risque d'embraser tout le Moyen-Orient et au-delà, à travers le Sud global. Et tu sais, s'il fallait une cerise sur ce gâteau incandescent et explosif, il lancerait une guerre contre 3 membres des BRICS en même temps. Non seulement l'Iran, mais aussi la Russie et la Chine, liés à l'Iran par leur propre partenariat stratégique. Dans le cas de la Russie et de l'Iran, c'est très sérieux, car cela inclut l'échange de matériel et de logiciels militaires. Et dans le cas de la Chine, il s'agit d'un partenariat stratégique de 20 ans, évalué à au moins 450 milliards de dollars. Pour la Chine, l'Iran est une question de sécurité nationale, en tant que l'un de ses principaux fournisseurs d'énergie et un acteur clé des nouvelles routes de la soie et des corridors de connectivité Est-Ouest à travers l'Eurasie. La plupart de ces routes passent par l'Iran, y compris la nouvelle que les Chinois promeuvent et sont prêts à financer, car, une fois encore, tout ce qui passe par la Russie est bloqué par les sanctions. Les entreprises chinoises, par exemple, ne peuvent pas utiliser la route transsibérienne en raison des sanctions sur les déplacements à travers le territoire russe. La meilleure option suivante, déjà utilisée, passe par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran,
puis la Turquie, jusqu'à l'Europe. C'est l'une des branches du corridor du milieu. Et il existe d'autres itinéraires également. Certains passent par le Caucase. Mais l'Iran se trouve au centre de chaque corridor est-ouest, faisant partie de l'initiative La Ceinture et la Route, partie de la nouvelle route de la soie. Et c'est, une fois de plus, la relation entre la Perse et la Chine. Depuis la nuit des temps, depuis par exemple le 6e siècle, lorsque les deux plus grandes puissances d'Eurasie, et d'ailleurs du monde, étaient la Perse sassanide et la dynastie Tang en Chine. Et devine ce qu'elle faisait, Nima. Du commerce. Tu sais, les routes de la soie, commerçons ensemble à travers l'Asie centrale. C'était la Perse qui commerçait avec la Chine et inversement. Ces liens ne se résument donc pas à un simple partenariat stratégique signé il y a quelques années. Non, cela remonte bien plus loin dans l'histoire. Ainsi, la Chine soutiendra l'Iran à plusieurs niveaux. Certains que nous connaissons, comme les radars chinois, les navires de recherche chinois et les informations chinoises ultra-technologiques transmises en temps réel à l'Iran. Certains, nous n'en savons rien, notamment de nombreux avions cargo chinois qui ont atterri en Iran au cours des dernières semaines, ainsi que de nombreux avions cargo russes, des Il-76, qui y ont également atterri récemment. Même chose. Sur le plan diplomatique, bien sûr, ils sont soutenus. En termes de BRICS, ils sont soutenus. En termes de mobilisation du Sud global, pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'une guerre contre 3 BRICS, et en même temps d'une guerre contre le Sud global dans son ensemble. Si Trump déclenche cette guerre, ce serait l'aboutissement de la guerre, hybride ou autre, y compris une guerre ouverte, de la nouvelle administration américaine contre le Sud global, contre les BRICS, en l'occurrence contre 3 BRICS, voire 4, si l'on compte l'Inde, car il s'agit d'une guerre contre le peuple russe. Le corridor de connectivité Iran-Inde, non seulement contre la nouvelle route de la soie chinoise. Il s'agit donc d'une guerre menée par les Américains et l'international sioniste contre 4 grandes puissances des BRICS, contre leur corridor de connectivité et contre l'intégration de l'Eurasie dans son ensemble. Et c'est quelque chose que tout le monde dans le Sud global peut comprendre. Que l'on soit dans la pampa argentine, au Sahel ou au cœur de Sulawesi en Indonésie, tout le monde peut le saisir. C'est une guerre contre nous, le Sud global. Évidemment, le mégalomane de la Maison-Blanche est incapable de raisonner en ces termes. Il ne sait même pas ce que signifient les BRICS, ni ce que représente le Sud global. Il ne se soucie que de son propre camp. Le mégalomane rêve de recevoir un prix Nobel, tu sais, de gagner les élections de mi-mandat. Eh bien, c'est très simple. S'il fait ça, il a déjà perdu les élections de mi-mandat. Et il sera réduit au rôle d'un canard boiteux, surtaxé, d'ici la fin de l'année. Donc, s'il raisonne de cette manière, et c'est le cas, il s'abstiendrait d'attaquer. Il pourrait imaginer une sorte de frappe quelque part, décrocher le téléphone et dire aux Iraniens « Écoutez, je vais bombarder tel ou tel endroit, donc tout est évacué, pas de victimes civiles, comme ça on peut le vendre au monde. Regardez, j'ai encore frappé l'Iran. » Souviens-toi quand il a frappé l'Iran auparavant. Il a dit « Nous avons anéanti leur programme nucléaire. » Super fake news, parce que maintenant, il veut attaquer l'Iran et le bombarder à nouveau, contre le même programme nucléaire qui était censé avoir été anéanti dès le départ. Tu sais, c'est normal. Ça ressemble à un cirque, la façon dont je t'explique comment ça fonctionne, mais c'est bien un cirque. C'est un cirque de récits mensongers qui se chevauchent. Mais maintenant, au milieu de tout cet enchevêtrement de faux récits, il y a cette décision sur le fil du rasoir. Quelle que soit sa décision, les conséquences seront inquiétantes. S'il décide de lancer une quelconque attaque, y compris en la sous-traitant aux Israéliens, pour pouvoir toujours dire à l'opinion publique américaine et au reste du monde « Regardez,
Ce n'est pas nous qui avons commencé. Ce sont les Israéliens. Donc maintenant, nous devons protéger Israël. Ils envisagent en réalité aussi cette manœuvre. Peu importe, car la riposte de l'Iran aura lieu. Le soutien de la Russie et de la Chine à l'Iran sera là. Et il ne peut pas tromper tout le Sud global en même temps. Voilà où nous en sommes, Nima. C'est l'un de ces moments. D'accord. Chaque semaine, nous sommes à un carrefour. Mais celui-ci est le vrai, car il scellera ce qui va se passer désormais sur le principal champ de bataille. Et le principal champ de bataille est clair depuis un certain temps déjà. L'adversaire principal de l'empire du chaos, du pillage, des grèves permanentes, des fausses nouvelles, et ainsi de suite, c'est la Chine. Mais ce n'est pas seulement la Chine, c'est l'ensemble du Sud global. C'est la Chine et la Russie qui sont encore perçus comme des menaces. Ainsi, d'un côté, nous avons l'empire du chaos et l'international sioniste, et de l'autre, la Russie, les BRICS et le Sud global. Voilà le champ de bataille. Et quoi qu'il arrive en Iran, sera au centre de tout ce qui se produira désormais. Pepe, ta compréhension d'une attaque limitée contre l'Iran, penses-tu que ce soit possible, d'après ce que tu vois en ce moment? Donald Trump, une attaque limitée contre l'Iran. Il a dit qu'Axios est, je crois, l'un des médias les plus... Tu sais, je ne crois rien de ce qu'Axios rapporte. Non, Axios. D'ailleurs, tu as raison, Nima. J'ajoute simplement quelques précisions. Axios est une chaîne, un média, une agence de presse, peu importe comment il l'appelle, sioniste. C'est essentiellement un organe de désinformation dirigé par des sionistes. Et tous leurs journalistes sont également sionistes. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent ou publient, ni à quoi que ce soit qui fuite. Car ces fuites viennent de sionistes pour des sionistes, puis sont diffusées par des sionistes. On ne peut donc pas leur faire confiance. C'est simple. Oui, la question est, en quoi une guerre rapide et limitée aide-t-elle Trump et l'administration Trump, Donald Trump lui-même, à atteindre quoi exactement? Je ne sais pas, quelqu'un? Comprenez-vous, quels sont les objectifs de Donald Trump en ce moment? S'il attaque, supposons qu'il va attaquer l'Iran, quels sont les objectifs? Je pense qu'il est très important de nous demander quels sont les objectifs des États-Unis en attaquant l'Iran? Il n'a pas d'objectif, Nima. Les objectifs sont ceux des sionistes. Et il n'y a qu'un seul objectif sioniste vis-à-vis de l'Iran: écraser l'Iran en tant que puissance régionale en Asie de l'Ouest. Point final. Il n'y a rien d'autre. Si tu regardes ce qui vient de Tel Aviv, des politiciens israéliens, de personnages absolument épouvantables comme Huckabee, qui dit maintenant ce que les sionistes les plus radicaux ont toujours dit, en fait, il a complètement vendu la mèche. Israël a le droit d'annexer tout ce qu'il veut en Asie de l'Ouest. Et c'est un fichu Américain qui dit ça, un fichu politicien américain employé par le président des États-Unis, à qui il doit des faveurs. La seule bonne chose dans tout cela, c'est que maintenant tout est au grand jour. Autrefois, cela s'exprimait dans un langage diplomatique, ou relevait du vœu pieux, ou encore se glissait dans quelques petites phrases au milieu d'une interview. Aujourd'hui, c'est affiché au grand jour, non seulement de la part des sionistes eux-mêmes, mais aussi des politiciens américains. Pratiquement tout le monde au Capitole, à Washington, pense de la même manière. Après tout, la plupart d'entre eux sont achetés et payés par l'AIPAC. Si vous allez là-bas et voyez comment fonctionne l'AIPAC, eh bien, j'ai eu le non-privilège de le constater de mes propres yeux à Washington, D.C., il y a des années. Alors vous comprenez tout. Donc, comme vous l'avez justement demandé, qu'est-ce que Trump lui-même compte en tirer? Rien.
And in terms of American Et en ce qui concerne la sécurité américaine, les intérêts nationaux des États-Unis d'Amérique vont être extrêmement contre-productifs, car ils vont se mettre à dos la majeure partie des terres de l'islam. Il va avoir une grande partie du monde arabe. Même ces pantins qui se font passer pour des dirigeants à travers le monde arabe contre lui. Et certains d'entre eux ont déjà dit « Ne le faites pas, car vous allez embraser toute la région ». Il va aussi avoir le Sud global contre lui, sans parler des deux principales puissances de ce Sud global, la Russie et la Chine. Alors, qu'est-ce que les États-Unis gagnent avec une attaque non provoquée, unilatérale, encore une fois alimentée par de fausses informations contre l'Iran? Moins que rien. Eh bien, si l'on revient à ce qui se passe depuis la guerre du Vietnam, c'est généralement le même scénario, n'est-ce pas? Pepe, le ministre iranien des Affaires étrangères, estime qu'il est en train de négocier avec les États-Unis. Et il a déclaré récemment, dans sa dernière interview, que la seule question à négocier est le programme nucléaire iranien. L'Iran ne négociera pas sur ses missiles balistiques, ni sur son soutien aux actes de résistance. D'un autre côté, il a dit en Iran « Je vais faire mon travail ». Il a dit à l'armée « Vous allez faire le vôtre ». Ne vous inquiétez pas de ce que je fais ou essaye de faire. Vous devez être bien préparé à tout type de guerre. Je pense que la guerre qui pourrait éclater entre l'Iran et les États-Unis pourrait changer radicalement le visage du Moyen-Orient. Car ce ne serait pas seulement une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Israël serait plus qu'heureux de la voir se produire. Après tout, si cela arrivait, Netanyahou réaliserait quelque chose qu'il a toujours souhaité pour Israël. Il a toujours voulu ce genre de guerre. Mais nous savons que l'Asie occidentale d'aujourd'hui, le Moyen-Orient d'aujourd'hui, est totalement différent de ce qu'il était avant le 7 octobre. Parce qu'en ce moment, comme vous l'avez mentionné, Mike Huckabee vient de dire que tout le Moyen-Orient allait devenir Israël. Israël va capturer tous ces pays. Ils n'ont rien pour résister à Israël, Pepe. C'est pourquoi Israël, pas seulement l'Iran, considère aussi la Turquie comme un ennemi, à cause de ce qui se passe en Syrie. Mais en ce qui concerne l'Iran, si l'on se concentre sur la situation avec l'Iran, penses-tu que la guerre s'éterniserait, qu'elle entraînerait d'une certaine manière les États-Unis dans un conflit, comme nous l'avons vu en Afghanistan et en Irak? Voilà la conclusion. Je pense que la Chine n'a plus rien à faire, car Donald Trump tend un grand piège aux États-Unis. Il n'a pas besoin que quelqu'un le frappe. Il va être frappé par la guerre qu'il est en train de créer. Absolument. C'est ça. C'est le cœur de notre conversation. Il n'y a aucun gain en matière de sécurité nationale pour les États-Unis. Il n'y a même aucun avantage pour lui personnellement, car il va perdre les élections de mi-mandat et devenir un président affaibli s'il lance cette guerre. Le mouvement MAGA y est opposé. 70% de l'électorat américain de tous bords, y compris les indépendants, sont contre cette guerre. Ils s'inquiètent du puits profond, le puits sombre et profond dans lequel ils se trouvent financièrement et économiquement. Mais du point de vue d'un empire en détresse extrême, il n'y a qu'une seule solution, Nima. Et nous savons tous laquelle? La guerre. Une guerre qui pourrait reconfigurer l'échiquier financier, économique, politique, with des résultats inattendus, bien sûr. Mais un bouleversement. Et bien sûr, une fois de plus, il s'agit de détourner l'opinion publique américaine de ses problèmes économiques, changer de sujet, changer le récit, ce qui arrange non seulement la Maison-Blanche, mais surtout le criminel de guerre assis à Tel Aviv avec ses ennuis judiciaires. Et bien sûr, cela s'inscrit dans cette idée d'un soi-disant droit divin tiré de ce livre qu'il vénère, que les sionistes du monde entier
croient leur conférer le droit de faire tout ce qu'ils veulent en Asie occidentale, conquérir tout le monde et tuer tout le monde. Parce qu'après tout, tous les autres sont des goyim. Ils se voient comme les seuls ayant droit de régner sur l'humanité, si possible. Ils ne peuvent pas dominer l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, la Chine ou l'Inde, mais ils peuvent dominer l'Occident, ce qu'ils font déjà, dans une certaine mesure. C'est pathétique. C'est pathétique. Je ne perds plus mon temps dans des débats philosophiques sur le sionisme. C'est une perte de temps. Tout le monde sait ce qu'il cherche. Maintenant, c'est au grand jour. Et comme ils contrôlent la machine gouvernementale aux États-Unis, peu importe qui est au pouvoir, ils peuvent s'en tirer. Alors, tu sais, si cette guerre continue, il y aura des conséquences tragiques pour l'Iran. Beaucoup de gens seront tués. Mais si ce n'était pas le cas, ce serait l'excuse parfaite, du point de vue de la riposte iranienne, pour enfin se débarrasser de tous ces gens. Nous savons que ce n'est pas si simple. Ils ont des armes nucléaires. Et évidemment, parce qu'ils sont lâches. S'ils voient qu'ils sont en train de perdre, ils relâcheront leurs armes. Ces armes nucléaires invisibles dont on ne parle jamais. Même les gens au milieu du désert du Sahara savent qu'Israël est une puissance nucléaire. Mais on ne peut pas aborder le sujet. C'est un véritable tabou. Le problème, c'est que, en termes de souffrance humaine, la souffrance humaine pour l'Iran et pour les peuples de toute l'Asie de l'Ouest, cela va être insupportable. Mais ce pourrait être le prix à payer pour infliger une leçon définitive aux sionistes. Encore une fois, Nima, en étant réaliste, nous savons tous que ce n'est pas si simple. Mais cela pourrait être le prélude à quelque chose de bien plus grand par la suite, bien sûr. Et ils ont besoin d'une correction. Une correction par l'histoire. Non seulement le terrible karma qu'ils ont accumulé, surtout au cours des 2 ans et demi passés environ, en commettant un génocide et en s'en tirant à bon compte. En termes de mauvais karma, historiquement parlant, cela figure parmi les pires excès que nous ayons vus à travers l'histoire. Ils ont donc besoin d'une correction. Peut-être qu'elle ne viendra pas maintenant, mais cela pourrait être le prélude à une correction bien plus importante plus tard. Et nous savons qu'elle ne viendra pas de ces nations arabes pathétiques dirigées par, vous savez, des gangsters comme MBZ aux Émirats arabes unis. Elle ne viendra pas de ces gens-là. Elle devra venir d'Iran. Et elle devra venir de l'axe de la résistance dans son ensemble. Même maintenant, ils sont affaiblis, mis à l'épreuve, encore en convalescence, mais ils peuvent encore frapper fort. Et si cette guerre éclate dans les prochains jours, nous aurons peut-être un aperçu de la force de leur frappe à l'heure actuelle. Et elle deviendra bien plus puissante avec le temps. Mais dans ce scénario, je suis désolé Nima, je me sens très déprimé quand je regarde la situation globale de l'Europe. Comment en est-on arrivé là si vite, en un peu plus d'1 an, avec cette nouvelle administration américaine? Bien sûr, au début, on pouvait soupçonner que cela arriverait, mais seulement après un certain temps, peut-être vers la fin de son mandat. Non, cela se produit dès le début. Dès le début. Il nous reste encore 3 ans de ce système à la tête des États-Unis. Et même si c'est un système en fin de course, il restera très très dangereux pendant les 2 dernières années. Alors, la planète est-elle prête à devenir l'otage de ce système, de cette conjonction entre ce que l'on pourrait appeler les États-Unis de l'île Epstein, le syndicat de l'île Epstein, la connexion directe entre les élites occidentales, les élites atlantistes, les élites américaines, toutes faisant partie de cet ethos de l'île Epstein. Maintenant que tout le monde dans le Sud global peut voir comment cela fonctionne, comment ces gens, ces nœuds de l'oligarchie anglo-américaine, liés à l'oligarchie atlantiste, opèrent. Il y a beaucoup de personnes en Europe directement impliquées dans le syndicat Epstein,
dans la manière dont ils ont dirigé le monde et ont toujours pensé qu'ils seraient totalement à l'abri de toute répercussion, qu'ils pourraient toujours s'en tirer. Vous savez, c'est comme essayer d'entrer dans l'esprit de ce Prince Andrew absolument épouvantable de la famille royale britannique. Prince Andrew of the British royal family. His sense of entitlement, according to people who actually... Son sentiment d'être privilégié, selon les personnes qui l'ont réellement rencontré, est d'après elles totalement disproportionné. Nous n'avons jamais rien vu de tel, car il a toujours su, au fond de lui, qu'il pouvait tout se permettre. Alors enfin, nous assistons à une forme de justice poétique, ou de karma, qui intervient, si l'on peut dire. Nous pourrions étendre cela à l'échelle mondiale, et peut-être que l'international sioniste rencontrera son karma plus tôt que tard. On ne peut qu'espérer, bien sûr. Mais quand on regarde la réalité, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Une grande partie de la planète est prise en otage par une petite oligarchie extrêmement nocive et toxique. Et nous savons maintenant, nous connaissons même les noms, et pourtant, rien ne s'est encore passé. It's still nothing happened.